Salut, moi c'est Maël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Si tu me suis sur cette chaîne depuis pas mal de temps, tu sais très bien que mon leitmotiv sur cette chaîne, c'est vraiment de vous parler de tous les livres que j'ai pu lire et vous fournir mon avis sur chacune de ces lectures. Eh bien, je dois dire que ça n'a pas été forcément le cas cette année, hein, puisque je suis reparti, je suis revenu, je suis reparti, je suis revenu. J'ai eu un rapport assez chaotique à ma chaîne YouTube et au fait de parler de livres sur Internet. Il reste plein de livres où je n'ai pas parlé de ce que j'ai pu ressentir, où je n'ai pas donné voilà, mon espèce d'avis. Donc aujourd'hui, j'ai décidé eh bien, de rattraper un peu ce retard, s'il y a vraiment un retard, hein, c'est pas vrai, c'est pas non plus quelque chose de dramatique, loin de là. Mais c'est vrai que ça me tenait à cœur de rectifier un tout petit peu ce silence autour de ces livres, surtout que ces livres que j'ai lus il y a quelques mois hein, sont quand même, pour une grande majorité, de très bonnes lectures, de très bonnes découvertes. Et c'est vrai que j'ai pu ressentir des sensations assez fortes à chacune de ces lectures. Alors je vais pas tergiverser très longtemps puisqu'il y en a vraiment pas mal. Mais bon, bref, je commence immédiatement avec notamment Le corps des anges de Mathieu Riboulet, donc aux éditions Folio. Mathieu Riboulet, je l'ai découvert avec un livre qui s'appelle Quelqu'un s'approche l'année dernière. J'en ai parlé sur cette chaîne de ce livre-là, de ce premier livre de Mathieu Riboulet que j'ai pu lire. Et c'est vrai que j'avais été un peu dubitatif, pas franchement emballé par ma lecture de Quelqu'un s'approche. Je vois par-ci par-là quand même que Mathieu Riboulet est encensé par une grande majorité de lecteurs. Et donc je reste curieux vraiment de découvrir davantage sa plume, ce qu'il a pu écrire. Et donc j'ai lu Le corps des anges, qui est un de ses titres phares. Dans ce livre-là, on va suivre deux garçons. Un garçon qui s'appelle Rémi, qui est un garçon assez taciturne. Rémi a commis un acte terrible que je veux pas dévoiler parce que je pense que ça risque de gâcher un tout petit peu cette espèce de surprise et de rebondissement vers la fin. Euh, et ça va aussi un peu gâcher le plaisir à découvrir la plume, si tu connais pas la plume de Mathieu Riboulet, à la découvrir, parce qu'il y a tout un enjeu aussi autour du langage dans ce livre. Donc d'un côté, la première partie tourne autour de Rémi et de ce qu'il a commis, donc ça reste très quand même en surface, très subtil, même si on comprend hein, en filigrane ce qui s'est produit. La deuxième partie, ça va être centré sur un autre garçon qui s'appelle Gabriel, qui vient de la bourgeoisie et qui se met volontairement au service de la famille de Rémi. Dans mes souvenirs, c'est ça. Et la troisième partie, ça va être vraiment le croisement entre à ce moment-là où l'acte a été commis et où on va entendre aussi d'autres voix en surface. La force de ce livre, c'est vraiment tout l'aspect poétique qu'il peut y avoir, même si ça peut vraiment décondenser. C'est vrai que quand j'ai lu Quelqu'un s'approche l'année dernière, ce qui m'avait un peu décontenancé, c'est vraiment l'écriture de Mathieu Riboulet, son style poétique, un peu épanché. On va avoir des effusions quand même, hein, beaucoup, mais ça reste vraiment une écriture euh, assez classique quand même, je trouve, mais où se recèle quand même une part de poésie et où il y a une poétique assez moderne. Que ça soit d'ailleurs dans le traitement du corps et du désir. Il va y avoir vraiment un aspect assez charnel, même dans l'écriture de Mathieu Riboulet. Voilà, vraiment dans mes souvenirs, à travers le corps des anges, c'est ce qui me vient en tête immédiatement, c'est ce qui me reste de ce livre-là, c'est toute la question de la chair dans ce livre. Euh, Avec quand même aussi tout un discours autour de ce qui peut paraître assez indicible ou invisible. Donc c'est pas non plus une écriture assez simple. C'est pas une écriture facile, même facile à comprendre par moments. Je dois avouer qu'il y a des choses que j'ai pas forcément comprises. Et c'est toujours, voilà, c'est quelque chose. Je peux pas dire que je suis
complètement à fond dans l'écriture de Madhuri Boulet, parce qu'il y a des choses qui me paraissent très éloignées de moi, et où j'ai l'impression moi-même aussi de... Voilà, il y a une certaine distance quand même que je mets quand je lis un livre de Mathieu Riboulet. Alors pour le moment ça a été le cas, même avec Quelqu'un s'approche, même avec Le corps des anges. Voilà, il y a cette impression-là que j'ai de pas être totalement dans ce que je lis. Malgré tout, je dois avouer que oui, je suis quand même assez admiratif de toute la poésie qui s'en dégage. Et je peux pas dire qu'il n'y a pas des choses qui m'ont touché. Loin de là. Et ça reste vraiment une très bonne découverte et une très bonne lecture en ce sens-là. Alors je vais aussi venir te parler de livres que je n'ai pas avec moi, que j'ai empruntés. Et c'est vrai qu'il y a un livre que j'ai lu. Pour être franc, j'avais un peu oublié que j'avais lu ce livre-là. Et en regardant mon profil Livre Addict, je me suis souvenu que j'avais lu ce livre. Et c'est vrai que j'ai lu L'urgence et la patience de Jean-Philippe Toussaint et j'en ai pas parlé. C'est un essai littéraire, vraiment sur la création littéraire. Le postulat de départ de ce livre, c'est essayer de trouver une approche presque scientifique à la création littéraire qui serait faite en 2 temps, c'est-à-dire dans un temps d'urgence et dans un temps de patience. Jean-Philippe Toussaint va bien évidemment essayer d'amener sa propre définition de ces 2 temporalités-là, propres à l'écriture, qui selon lui est vraiment propre au temps d'écriture. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, l'écriture est vraiment quelque chose, est un acte qui s'alterne entre différentes dimensions temporelles. Donc une écriture qui se fait dans la patience. La patience, c'est ces moments où l'écriture reste un peu en suspens et dans quelque chose d'assez intérieur, un acte mental où l'œuvre se fait en nous et commence à infuser dans notre esprit. Donc il y a ce temps-là de la patience qui est un temps de la fusion de l'œuvre à venir, et le temps de l'urgence qui et là d'ailleurs il va un peu abattre les clichés autour de ça, et un peu assimilé à ce qu'on appelle l'inspiration créatrice. Donc il va vraiment venir parler de ce que pour lui représente l'inspiration, de comment on s'en fait tout un plat autour de l'inspiration qui viendrait du ciel, alors que pour lui en fait l'urgence vient de ce temps de la patience, et que ces 2 temporalités ne sont pas totalement opposées, au contraire elles se nourrissent l'une de l'autre. Et j'ai trouvé ça très intéressant. J'expérimente aussi ces temps d'écriture et je me rends compte qu'un livre ne s'écrit jamais vraiment pareil. Voilà, il y a parfois des clichés que l'on a et on se dit mais voilà, il faut que j'écrive à tout prix avec un plan, il faut que je fasse... il faut que j'écrive dans l'urgence, il faut que j'écrive quand l'inspiration arrive, quand l'inspiration n'est pas là, je n'écris pas. Ce qui n'est pas forcément le cas en fait, et c'est vrai que ce livre, je l'ai bien aimé dans ce sens où il abat les cartes, il déconstruit un peu des clichés que l'on a autour de la création littéraire, et désacralise un tout petit peu ces idées que l'on a autour de la création littéraire. J'ai trouvé ça très intéressant, mais après c'est vrai que j'ai pas non plus été emballé ou au point que ça a été une révélation pour moi ce livre. Je pense que c'est un livre que j'ai lu comme quelque chose qui allait me nourrir aussi en tant que personne qui écrit, et même dans ma propre conception de ma manière de travailler et dans ma manière d'écrire. Donc c'est en ce sens-là que j'ai trouvé ça très intéressant. Je suis pas sûr que ça puisse parler à tout le monde, mais c'est vrai que même le regard que Jean-Philippe Toussaint porte sur lui-même est aussi assez intéressant. Alors maintenant, allez, je vais te parler d'un manga, histoire de varier les formes. J'ai redécouvert un manga d'enfance, et je suis trop content d'avoir redécouvert Gash Bell. Alors, Kunjiki no Gash Bell, c'est aux éditions, que je connaissais pas du tout d'ailleurs, ces éditions Meian. Je pense que ce sont de nouvelles éditions. Qui a donc réédité ce manga qui à la base était édité chez Kana. Il n'était plus disponible depuis un long moment, une grande période. Et moi, c'est un de mes premiers mangas. C'est un des premiers mangas que j'ai lu.
Et ça s'appelait, à mon époque, donc quand c'était encore édité chez Kana, ça s'appelait Zatch Bell. C'est un classique un peu du manga d'aventure, etc. Des années 2000. Il y a eu un dessin animé d'ailleurs. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé retrouver ce classicisme du manga d'aventure de ces années-là. Parce que j'ai bien aimé en fait retrouver la construction très typique des shonen de ces années-là, c'est-à-dire avec quasiment un chapitre, un épisode. C'est vraiment construit par épisode où il va y avoir un début, une fin, une péripétie. On suit donc notre héros qui, à travers un combat, il arrive à combattre le méchant et puis voilà. Donc les épisodes vont vraiment être construits en ce sens-là où il va y avoir plusieurs péripéties. Et en même temps, il va y avoir aussi toute une évolution de l'intrigue qui va se faire en filigrane à travers chacun de ces épisodes, mais de manière un peu subtile, en effet d'écho à chaque épisode. Alors cette Chebel, de quoi ça nous parle? Ça nous parle d'un lycéen qui va d'un seul coup être réveillé par un enfant qui a des pouvoirs magiques. Et ces pouvoirs magiques se produisent à travers un livre, un grimoire, où il va y avoir voilà, des espèces de charmes, de sorts qui sont écrits dans ce grimoire. C'est un peu, je sais pas si tu connais la série télé Charmed, mais c'est un peu l'idée, c'est-à-dire c'est un grimoire magique qui comporte des formules magiques. Et donc il va y avoir voilà, toute une intrigue autour de l'existence de ces grimoires magiques, pourquoi, et on se rend compte qu'il existe différentes créatures comme ça qui arrivent sur Terre, qui viennent un peu, qui viennent d'un autre monde, et il y a une espèce de compétition entre ces créatures pour devenir le maître démon. Donc c'est une histoire assez basique, en ce sens-là assez typique hein, quand même du manga d'aventure, mais j'adore. Voilà, ça reste quand même un titre que j'ai vraiment beaucoup aimé, et je suis très content que ça soit un titre qui soit réédité et redisponible pour une large partie, puisque c'est un titre qui a été au fur et à mesure assez oublié en France. Je suis un peu plus dubitatif sur les dessins. Je m'en souvenais d'ailleurs que les dessins étaient pas franchement très jolis, mais je trouve que cette édition rend justice tout de même à ces dessins en proposant des pages couleurs. Voilà ce que je peux en dire. Pour rester dans quelque chose d'un peu fantaisiste comme ça, je veux quand même venir te parler des Water du château de Guillaume Marie. Alors celui-ci, je l'ai lu au mois de décembre de l'année 2022, mais c'est vrai que j'en avais encore jamais parlé, ou alors je l'ai parlé dans une vidéo mais que j'ai supprimé par la suite. Bref, il faut quand même que je t'en parle de ce livre. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là, que j'en ai encore de très bons souvenirs. Ce livre est assez particulier. C'est un peu une sorte d'hommage, je trouve, aux nouvelles d'Edgar Allan Poe. Il y a un peu de ça. C'est un hommage à tous ces écrivains fantastiques de ces années-là, Théophile Gautier, Edgar Allan Poe. Vraiment avec l'imaginaire, le déploiement de l'imaginaire et de choses un peu fantaisistes comme ça, mais qui arrivent quand même à trouver une narration et à rester dans quelque chose de quand même plausible. Enfin, c'est ça qui est assez particulier, je trouve, dans ce livre-là, c'est que on suit donc un narrateur et différentes péripéties à travers sa vie. Des péripéties qui peuvent être d'ordre, comme je te disais, fantastique, d'ordre parfois un peu érotique, d'ordre humoristique. Voilà, il se passe énormément de choses dans la vie de ce narrateur, comme, je sais pas moi, il va dans un café, il s'assoit sur une place et on lui dit mais ça c'est la place d'une dame. Et d'un seul coup il va y avoir une espèce d'obsession autour de cette dame et il se rend compte que il voit cette dame partout, il entend le nom de cette dame partout, mais il se rend compte que plus personne ne se souvient d'elle. Et voilà, des choses comme ça. Il y a aussi à un moment donné un passage autour d'un chat noir dans un miroir.
qui est, je trouve, qui était pour le coup assez un peu angoissant quand même, mais que j'ai adoré. Un passage avec une pieuvre. Ça, c'est vraiment le passage assez érotique du livre, avec des tentacules et des pieuvres. Bref, le passage où on retrouve le héros et son enfance dans cet immense domaine, cet immense château. Donc ça parle de tout ça, ça parle aussi beaucoup d'amour, et c'est très dur à résumer. Donc en fait, je te conseille ce livre si tu veux vraiment passer un moment à la fois divertissant et qui va te transporter ailleurs, qui va réussir à te faire rire et te provoquer des émotions assez différentes. Même dans la forme, il y a des jeux autour de la forme. Donc il va y avoir tout un jeu autour de la forme de la nouvelle, mais également autour d'une forme poétique. On retrouve de la prose poétique et même à la fin des vers. Et voilà, c'est comme ça, c'est un jeu avec le lecteur en permanence. Et j'ai adoré ça. Donc Les Waters du Château, si tu veux vivre une expérience de lecture particulière et inédite, bah, je t'invite à lire ce livre-là. C'est aux éditions Bouclard, donc une maison d'édition assez récente. Et d'ailleurs, j'ai très envie de lire d'autres titres de cette maison d'édition. Un livre qui m'a décontenancé aussi. Alors je pense qu'en fait, ça peut être d'ailleurs le point commun de tous ces livres-là, c'est que ce sont tous des livres qui m'ont décontenancé. Mais vraiment, si je dois vraiment te présenter un livre qui cette année m'a perturbé, décontenancé, il faut que je te parle de La nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Coltès aux éditions de Minuit. Ce livre, c'est vraiment un ovni, un objet littéraire non identifié. C'est un livre qui semble venir vraiment de nulle part, d'une autre galaxie, et qui en même temps dit énormément de choses en très peu de pages, en très peu de mots. C'est un long monologue. Coltès, il écrit des pièces de théâtre. On est dans le cadre d'un personnage assez ambigu, où on ne sait rien. On ne sait rien à part son statut d'étranger. On suit un personnage qui est étranger et qui en fait va demander à un autre personnage s'il peut l'accompagner et lui payer une chambre d'hôtel. Voilà, c'est juste ça l'intrigue. C'est un personnage qui, sous la pluie, va demander à un autre, à un homme, de lui payer une chambre d'hôtel. Et en même temps, bah, c'est un long monologue, puisqu'il va pas que lui demander ça, il va aussi lui, lui décrire des anecdotes. Et ce sont souvent des anecdotes autour de la marginalisation, autour du statut d'étranger. Donc c'est un livre qui va parler de racisme, c'est un livre qui va parler de prostitution, de choses de cet ordre-là. Et la fin est étonnante dans le sens où bah, il se passe pas grand-chose et il ne se produit rien de ce long monologue. Donc c'est vraiment presque l'histoire de quelque chose qui est raté. Je sais pas, mais il y a vraiment quelque chose d'assez fataliste même, je trouve, dans ce récit. Euh, L'histoire d'un échec, de quelque chose qui finit forcément par être un échec, qui finit forcément par échouer, parce qu'il va y avoir une incapacité. Je m'interroge beaucoup sur la visée de ce livre. C'est le premier Coltès que je lis. C'est quand même surprenant, c'est quand même déroutant. C'est pas simple non plus. Mais il y a vraiment des choses très très belles qui en ressortent de ce livre. Ouais, quelque chose de frappant aussi, même dans le style d'écriture, il y a... Voilà, j'en parle, mais je sais pas vraiment quoi en dire. Voilà. Comme je te disais, mon postulat de base, vraiment sur cette chaîne YouTube, c'est venir vous parler de tout ce que j'ai pu lire. Et bah, je pense voilà, il faut aussi assumer le fait de dire qu'on n'a pas compris un livre, que le livre m'a paru tellement étrange, surprenant, déroutant, je n'arrive pas à en parler de manière très claire. Et pourtant, j'en ai lu des articles sur ce livre. Mais c'est vrai que euh, je pense que je ne me suis pas encore assez approprié ce livre
pour réussir à vous en parler. Il faudrait que je le relise peut-être, certainement. Mais en tout cas, ouais, ce qui me reste de ma lecture, c'est ce statut d'étranger, le discours autour de ce qu'est être étranger à ce qui nous entoure, au monde qui nous entoure. Et j'ai l'impression que ce livre parle de ça, mais j'ai l'impression que ce livre parle plus que de ça. Et c'est peut-être le plus que je n'arrive pas à développer et peut-être à comprendre. Retournons au manga. J'ai lu Tsugai, donc le nouveau manga de Hiromu Arakawa, l'autrice de Fullmetal Alchemist et d'autres mangas comme Arslan. Donc j'ai lu le premier tome, le deuxième tome est sorti, je l'ai pas encore lu, mais je pense que ça va être une série que je vais suivre également, qui m'intrigue. Ce premier tome m'intrigue énormément parce qu'il se passe beaucoup de choses. Que ça reste quand même, je suis sorti de ma lecture de ce livre avec quelque chose d'un peu embrouillé. Malgré tout, il y a beaucoup de choses qui sont lancées comme ça dans ce tome et qui promettent une histoire assez originale. Et c'est peut-être ce que j'aime beaucoup avec cette autrice, même dans Fullmetal Alchemist, que je connais un peu, mais là, surtout dans sa version animée, c'est que elle se sert de clichés comme postulat de base pour ensuite les tordre et créer comme ça des histoires qui sont étonnantes et qui finissent par surprendre. Et là, je pense que ça va être le cas puisqu'on est dans le cadre d'une espèce de dark fantasy, mais qui joue avec les codes de la fantasy, des mondes parallèles, etc., etc. Voilà, on est au tout début de ce livre dans un espèce de village qui est un peu excentré de tout, où il y a notre héros et qui a une jumelle qui est enfermée puisque apparemment elle dégagerait une espèce de pouvoir bizarre. Et voilà, il y a quelque chose d'étrange dans ce village et il va y avoir une attaque. Ce village va être complètement sous les feux d'un immense incendie. Il va y avoir une espèce de guerre qui d'un seul coup, un conflit comme ça qui se déchaîne sur ce village. Et donc ce premier tome s'ouvre comme ça. Et en fait, on se rend compte que en fait, ce village était effectivement excentré de tout, puisque il était même excentré du temps. C'est une espèce de monde parallèle au monde réel. Et il va y avoir aussi tout un délire autour de divinité et d'esprit. Et voilà, et il y a une espèce d'organisation autour de tout ça. Donc c'est une série qui nous promet énormément d'aventures et énormément de péripéties. Et j'ai bien aimé en ce sens-là, mais c'est vrai que j'en attends encore davantage. Et j'attends surtout d'avoir un peu plus d'éclaircissement. Parce que là, je trouve que c'est quand même assez confus et assez brouillé pour le moment. Par contre, j'aime beaucoup le trait de Hiromu Arakawa, son humour. Je trouve que c'est un humour qui est très proche de l'humour de Rumiko Takahashi. Je sais pas pourquoi, mais dans mon esprit, vraiment, j'assimile un peu Hiromu Arakawa avec l'œuvre de Rumiko Takahashi. Je pense qu'il y a une grande inspiration aussi de ce qu'a pu produire Rumiko Takahashi, qui est l'autrice de Inuyasha, La Maison Ikoku, ces titres vraiment des classiques du manga de manière générale. Je pense qu'il y a une espèce d'inspiration venant de Hiromu Arakawa, même dans cette œuvre-là. Même que ça soit à travers l'humour ou la construction des personnages, je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui, moi, je trouve qu'il y a un écho entre ces deux artistes, ces deux femmes mangaka, qui, comme ça, ont bouleversé même l'histoire du manga et l'histoire du shonen, du manga d'aventure. Voilà, et qui sont des piliers vraiment du manga aujourd'hui. Je parle beaucoup et il me reste encore beaucoup de choses à dire. J'ai lu un classique ces derniers mois, un petit classique de la littérature allemande. J'ai lu Tonio Kröger de Thomas Mann et ça a été aussi ma première lecture de Thomas Mann. Et quelle lecture, quelle révélation. Vraiment une grande révélation pour moi.
Tonio Kroger, ça nous parle de différents épisodes de la vie de Tonio Kroger. C'est un petit livre. Ça nous parle de sa fascination, son admiration, son amour quand Tonio Kroger, dans l'enfance de Tonio Kroger quand il était enfant, pour deux de ses camarades, donc un autre garçon et une fille. Et donc, euh, ça nous parle de cette espèce d'épanchement comme ça que l'on peut avoir quand on est enfant, adolescent, de cette découverte de ces désirs-là amoureux qui sont aussi presque de l'ordre d'un lyrisme en soi. Et ça nous parle beaucoup de la mélancolie aussi, d'une admiration pour ces individus qui nous paraissent totalement opposés à soi-même. Et après, ça nous parle de retrouvailles. C'est-à-dire que Tonio Kroger finit par être un grand écrivain, donc dans la deuxième partie du livre. Donc il va avoir aussi tout un discours autour de l'art. Et Tonio Kroger finit par être un peu un poète maudit, un poète qui a une vision cynique sur l'art ou sur ce qui l'entoure. Et il va retrouver ces deux personnages qui ont été importants dans sa construction personnelle dans son enfance. Il va les retrouver comme ça dans l'âge adulte. Et ça va créer quelque chose vraiment de profond aussi en lui. Et lui rappeler comme ça certaines choses. Et j'ai trouvé ça très beau. Même j'ai beaucoup aimé le style d'écriture, même dans sa forme traduite, et un style que j'ai trouvé assez romantique. Alors il y a aussi toute une critique de la société bourgeoise de cette époque, puisque ce cynisme que Tonio Kroger a pour son époque est évidemment lié à cette espèce d'embourgeoisement, et cet embourgeoisement de l'art de manière générale. Donc voilà, donc j'ai aimé ce discours, j'ai aimé ce débat-là qu'il y a autour de l'art, et j'ai trouvé le style d'écriture de manière générale euh, très sensible, même à l'évocation des sentiments et à l'évocation de la mélancolie. C'est un style qui n'hésite pas à vraiment mettre des mots sur des ressentis et sur des sentiments, qui ne reste pas dans le vague profond, qui va vraiment essayer de déterminer ce que ressent Tonio Kroger et être au plus vrai et au plus juste de ce qu'il peut ressentir. Donc on va avoir des sentiments de la peur, de l'amour, de la passion, de la mélancolie, de la nostalgie, de la tristesse. Voilà, on va avoir vraiment toute cette effusion-là de sentiments qui sont liés aussi à la construction personnelle de Tonio Kroger dans son adolescence. Et je trouve en ce sens que c'est vraiment un personnage qui est marquant et que Thomas Mann a réussi à rendre vraiment vivant. Donc voilà, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré ce livre, j'ai adoré ce personnage. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Et donc, j'ai aussi lu durant ce mois d'août Les Nouveaux Anciens de Kate Tempest, donc qui est aussi une longue poésie, proche quand même d'une certaine théâtralité également. Je pense que c'est vrai aussi pareil, une poésie qui peut vraiment être mise en scène. Une poésie narrative où on va avoir plusieurs personnages. Kate Tempest nous présente plusieurs personnages et chacun des personnages tourne autour des figures de héros, de ce que peut être aujourd'hui des héros, ce que ça veut dire aujourd'hui. Donc il va y avoir aussi une inspiration mythologique, car on va avoir une figure d'anti-héros et des figures de héros du quotidien. Et j'ai trouvé ça aussi très intéressant. Voilà, ça nous est présenté comme une fable urbaine contemporaine, et c'est vraiment le cas. C'est aussi un livre qui nous parle d'amour, qui nous parle de destins qui sont liés. Et Kate Tempest est profondément touché par cette thématique des connexions qui peuvent se faire entre différents individus. Et j'ai beaucoup aimé retrouver aussi cette dimension-là dans cette poésie. Voilà, donc c'était très intéressant aussi à lire. J'aime beaucoup la manière d'écrire de Kate Tempest. C'est quelque chose qui me touche. Et là, ça m'a encore touché.
Ça fait beaucoup d'informations dans cette vidéo. Il reste encore 2 livres, hein. Courage. Donc j'ai aussi lu Les Présents de Antonin Crène, donc aux éditions publi.net. Dans ce livre, on va suivre Théo, qui, après plusieurs évocations, plusieurs choses qui vont revenir du passé, va entamer une espèce d'enquête autour de ses origines, et notamment autour de son père. Et il va donc revenir comme ça à ses racines, qui sont dans le Finistère. C'est quelque chose qui me touche, puisqu'en fait tous les lieux qui sont évoqués dans ce livre sont des lieux que je connais. Donc c'est un livre qui va nous parler de Saint-Paul de Léon par exemple, et de ces lieux-là. Et d'ailleurs c'est ce qui m'a le plus touché. C'est ce qui me touche le plus d'ailleurs dans l'écriture de Antonin Crène. C'est vraiment cette description des lieux. On sent que c'est quelque chose aussi qui le touche profondément. Et j'aime beaucoup sa manière d'évoquer les lieux, de décrire les lieux comme des personnages à part entière. Et même la dimension de ce passé qui ressurgit. Et voilà, en fait, il y a différentes strates. C'est un livre qui joue sur ces différentes strates temporelles et aussi d'espace. C'est aussi un livre qui nous parle de désir, qui nous parle d'amour. Et moi, je trouve que le discours qu'Antonin Crène porte sur le désir, sur l'amour, est très frais, et très salvateur. Et c'est quelque chose vraiment qui d'ailleurs porte une certaine mélancolie, hein, mais pas une mélancolie sombre. C'est l'autre face de la mélancolie, et c'est peut-être ce que j'ai le plus aimé dans ce livre-là, que je te conseille, qui s'appelle Les Présents. Alors je vais t'évoquer simplement là 2 livres que j'ai lus, 2 bandes dessinées, puisque j'ai lu, et ça va être un peu la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, de cette vidéo. J'ai lu le dernier Titeuf, par exemple, donc suivez la mèche. Pour la petite blague, c'est ma mère qui me l'a offert, parce que elle nous offrait quand on était enfant, moi et mon frère, les Titeufs. Et c'est vrai que là, elle l'a vu à la librairie, et elle s'est dit, pour la petite blague, je vais l'offrir à mon fils qui a 26 ans aujourd'hui. Mais le pire dans tout ça, c'est que je l'ai lu, et j'ai adoré. J'ai vraiment retrouvé même ce plaisir que j'avais à lire les Titeufs quand j'étais enfant. Et ça me fait rire. Ça me fait toujours autant rire, les sketchs. On est quand même dans un Titeuf là qui est très ancré dans notre société actuelle, hein. C'est-à-dire que Titeuf n'a pas non plus évolué, n'a pas grandi. Il est toujours resté le Titeuf du collège. Et voilà, mais malgré tout, ce qui est, je trouve assez ingénieux, ce qui est quand même assez ingénieux de la part de Zep, c'est qu'il arrive à faire que ça soit plausible, que d'un seul coup, il arrive quand même à aborder des sujets très modernes, très propres à notre société actuelle, et à les transposer à ces personnages qui datent d'il y a plus de 20 ans maintenant, quoi. Donc ça reste actuel, et il y a toujours un regard que je trouve charmant sur l'actualité. C'est un humour qui est un humour à la fois naïf, mais en même temps très intelligent. Et ça, j'ai trouvé ça très beau. Voilà, il y a un sketch notamment que j'ai vraiment trouvé très très beau et très très intelligent. Un sketch qui parle des monstres. Donc voilà. Et j'ai lu le dernier Astérix, que j'ai bien aimé aussi, qui était un moment très divertissant. Et qui, pareil, là j'ai surtout bien aimé tous les jeux de mots qu'il y avait. Et plus que l'aventure en elle-même. Voilà, j'ai pas épilogué plus longtemps sur cette bande dessinée-là, parce que j'ai pas grand-chose non plus à en dire. Ça a été de très bons moments, divertissants. Et voilà, et je vais conclure cette vidéo parce qu'il est temps. J'espère que elle t'aura plu. Voilà, à la prochaine, toujours sur ma chaîne. Allez, salut, ciao ciao.